Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Laurent Sénéchal. Avec le dévoilement de la réforme des retraites, c'est aussi le début d'un marathon de grève qui va commencer la semaine prochaine jeudi. Et notamment dans votre secteur, l'énergie, la CGT Pétrole fait planer la menace de l'arrêt du raffinage carrément pour le mois prochain. Est-ce que d'autres syndicats, il y a déjà d'autres syndicats qui se joignent à cette grève de jeudi. Est-ce qu'il faut craindre des stations essence qui seront bientôt à sec, comme on l'a connu ces derniers mois ? Alors, je veux être très claire. Nous sommes dans une démarche d'ouverture, de concertation, de dialogue. La porte de la Première ministre est ouverte. Et c'est dans cette démarche-là que nous voulons constamment rester dans cette réforme qui concerne tous les Français. Et vraiment, j'appelle chacun à la responsabilité parce que l'enjeu, c'est de mener une réforme de justice sociale qui permette à des gens qui ont travaillé toute leur vie d'avoir accès à une retraite décente. Lorsqu'on dit 1 200 € minimum, c'est un vrai progrès pour des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et je le mesure chaque week-end lorsque je rentre chez moi à Lens, lorsque je parle avec les gens. Combien de gens me disent « Mais vous savez, madame, moi j'ai une retraite de 700 €, j'ai une retraite de 800 €. Et pourtant, j'ai commencé à travailler à 18 ans, à 20 ans. » C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais les syndicats ne sont manifestement pas d'accord avec vous. Ils dénoncent une réforme injuste pour le coup et donc menacent d'aller jusqu'au blocage des raffineries. Vous vous préparez à ce scénario et donc à des situations de pénurie d'essence, tout simplement ? Moi, je crois qu'il ne faut pas souffler sur les braises. Encore une fois, j'appelle chacun à la responsabilité. Évidemment, nous sommes vigilants, mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps du dialogue, dans le temps de la concertation. Je crois que l'enjeu, c'est évidemment de respecter des mouvements qui vont tenir une journée. Je crois qu'on annonce un mouvement le 19 janvier. C'est une journée pour le 19 janvier, 2 journées la semaine suivante, c'est déjà acté, et probablement 3 journées consécutives début février. On n'est pas du tout dans la situation. Ça va crescendo. On n'est pas du tout dans la situation que nous avons connue à l'automne dernier, où c'était une grève continue. Là, il s'agit effectivement pour les syndicats de manifester leur point de vue. Moi, j'appelle encore une fois chacun à la responsabilité. Je redis que la porte du gouvernement est ouverte et je redis que c'est une réforme non seulement de justice sociale, mais qui vise à sauver ce qui est très précieux, notre système de retraite collectif. Ça concerne tous les Français. À la responsabilité, est-ce qu'il vaut aussi pour les automobilistes ? On les entend notamment sur nos antennes se rendre en station essence en disant je ne veux pas vivre ce que j'ai déjà vécu en octobre, donc je fais le plein, en prévision. Alors, moi, c'est encore aussi une fois... C'est accentué en octobre, d'ailleurs, la pénurie, ce mouvement de panique, en quelque sorte, où, de fait, les stocks n'avaient pas suivi. Alors, déjà, je veux rassurer tout le monde, les stocks existent, ils ont été reconstitués depuis le mouvement de l'automne. Et effectivement, je veux à nouveau rassurer les automobilistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de grève dans les raffineries. Il n'y a pas de grève dans les raffineries. Très simplement, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de mouvement social aujourd'hui dans les raffineries et dans les dépôts pétroliers. Et nous allons suivre ça avec la plus grande vigilance. Et je le redis, l'enjeu que nous portons, c'est une réforme pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, c'est normal qu'on leur garantisse la perspective d'avoir une retraite. Quand vous avez un régime déséquilibré, eh bien, cette perspective n'est pas garantie. Est-ce que vous craignez que le mouvement s'étende à d'autres secteurs de l'énergie ? On voit déjà que, par exemple, chez EDF, la CGT Mines dit nous aussi, on réfléchit à très sérieusement se mettre en grève. Je vous cite un des syndicalistes. La grève commence ce jeudi et s'arrêtera quand la réforme aura été retirée. Là, en l'espèce, c'est la contestation de la suppression des régimes spéciaux. Est-ce qu'on peut s'attendre, on craignait les coupures d'électricité à cause du froid, vraisemblablement ça n'arrive pas. Est-ce qu'il faut les craindre en raison du mouvement social ? Encore une fois, et je crois que certains syndicalistes ont d'ailleurs pris position en disant qu'ils seraient responsables vis-à-vis des Français, que cela n'empêcherait pas de manifester leur opinion sur cette réforme. Et je le redis, là aussi, notre porte est ouverte. Notre porte est ouverte, en particulier s'agissant de la déclinaison de cette réforme générale qui s'applique aussi aux régimes spéciaux. C'est une question de solidarité. C'est une question d'équité, que chacun fasse cet effort collectif pour nos jeunes, pour ceux qui ont eu des carrières hachées. Je
rappelle qu'au-delà du minimum, c'est les femmes aussi qui vont profiter de cette réforme. Reconnaître des trimestres que vous avez perdus parce que vous étiez en congé maternité, que vous avez Congé parental. congé parental, c'est très important. C'est une vraie avancée sociale. Alors, on parlait de l'essence il y a quelques instants. Les prix repartent à la hausse. Il y a eu évidemment la fin de la ristourne, mais les prix sont partis encore plus haut que les 10 centimes de la ristourne. 13 à 19 centimes de plus par litre. Pourquoi les prix ne baissent pas alors que les cours ont baissé ces derniers mois ? Alors, il faut peut-être mentionner qu'il y avait aussi la ristourne de Total, qui s'ajoutait à ces prix. Donc c'est uniquement dû à ça. Regarde la somme de ces deux ristournes, on est à peu près dans les purs des prix que nous voyons sur le marché. Le pétrole, c'est un marché mondial. Nous n'en avons malheureusement pas la maîtrise. Et justement, tout l'enjeu, c'est d'accélérer la transition énergétique, de se sortir de notre dépendance à ces énergies fossiles, le gaz et le pétrole, qui coûtent cher, qu'on ne maîtrise pas, et alors que nous avons les moyens de produire en France de l'électricité pour peut-être les voitures électriques ou d'autres modes de transport qui nous permettent de ne pas avoir à payer Mais la tendance, elle est à nouveau vers une baisse du litre d'essence, du prix du litre d'essence sur les prochaines semaines. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un marché mondial. Donc les facteurs si ça grimpe à nouveau, que ça repasse la barre des 2 € le litre, est-ce que vous allez remettre en place un dispositif comme cette fameuse ristourne carburant, ou ça c'est terminé ? Surtout, on a un dispositif aujourd'hui, un dispositif qui a été mis en place. Moi, j'invite tous les Français qui travaillent et qui utilisent leur voiture pour aller travailler à se manifester, à voir s'ils y ont droit. C'est sur le portail du ministère de l'économie. Et effectivement, c'est un chèque de 100 €. Mais il n'est pas question de remettre en place un dispositif de baisse des prix généralisé. La Première ministre et le ministre de l'économie ont été très clairs sur ce sujet-là. Ce que nous voulons, c'est avoir un dispositif qui accompagne ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour ne pas écorner leur pouvoir d'achat et qui ont vraiment cette utilité de la voiture. Et ils peuvent aller sur le portail du ministère de l'économie pour bénéficier de ce chèque. Et sachez qu'encore beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment... vous avez des droits, utilisez-les. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Vous restez avec nous, c'est le fil info à 8h40 avec Mathilde Romagnan. Les 1900 salariés de Toupargel connaîtront leur sort ce matin à 10h. Le tribunal de commerce de Lyon doit se prononcer sur le sort du spécialiste de la livraison à domicile de produits surgelés. Société rebaptisée Place du Marché il y a 2 ans après son rachat et qui pourrait être placée en liquidation judiciaire. Le parquet d'Épinal a ouvert une enquête pour harcèlement après le suicide de Lucas le week-end dernier. Selon ses parents, l'adolescent de 13 ans était harcelé dans son collège de Golbet dans les Vosges à cause de son homosexualité. Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, tous deux qualifiés pour le second tour de l'élection au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Le PS n'a pas encore publié les résultats officiels, mais les deux candidats ont remercié les militants pour leur vote sur les réseaux sociaux. Lisa Marie Presley, la fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley, est décédée hier aux États-Unis des suites d'un arrêt cardiaque. Celle qui était aussi chanteuse avait 54 ans. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Latrousse, Laurent Sénéchal. La semaine dernière, Agnès Pannier-Runacher, une aide a été annoncée pour les TPE, les très petites entreprises, pour les aider à contenir l'explosion du prix de la facture de leur facture d'électricité. Pas plus de 280 € le mégawatt pour ces TPE. Elle dit que c'est quand même trop, une facture x3, x4. On ne s'en sort pas. C'est qu'elles ne connaissent pas les dispositifs ou c'est que le dispositif a des trous dans la raquette? Alors, d'abord, le dispositif, il s'applique sur la facture de janvier. Et comme le mois de janvier n'est pas terminé, évidemment, les très petites entreprises en question n'ont pas vu l'impact de ce dispositif. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre elles ont renouvelé leur contrat au mois d'octobre, au mois de novembre, et elles ont eu la surprise de passer du prix de l'ancien contrat, qui était en plus au tarif d'été, c'est-à-dire des tarifs qui sont beaucoup plus faibles que les tarifs d'hiver, à un tarif d'hiver à un coût très élevé. Donc l'écart fait x3, x4. Lorsqu'on regarde sur l'année 2023, lorsqu'on regarde sur l'année 2023, en réalité, on a beaucoup de gens qui nous appellent. Olivia Grégoire, qui est la ministre des PME,
fait ça en continu, d'aller scruter les factures d'électricité des artisans, des boulangers, des charcutiers, des restaurateurs qui les appellent. Et effectivement, on s'aperçoit que vous avez ponctuellement un x3, x4, mais en réalité, l'augmentation est plus contenue si on regarde toute l'année. Mais on ne le voit pas encore en dur sur la facture. Donc le travail que nous avons à faire, c'est communiquer auprès de ces très petites entreprises en disant « Vous avez, là encore, des droits ». Vous avez ce plafonnement du prix de l'électricité, 280 € du mégawattheure. En moyenne sur toute l'année, j'insiste sur le en moyenne sur toute l'année, le tarif d'hiver, il est plus élevé que le tarif d'été, mais en moyenne sur toute l'année, vous paierez ce tarif maximum, et donc l'augmentation sera beaucoup plus contenue que ce que vous voyez aujourd'hui sur la facture. Juste ça, c'est pour les TPE, et vous l'avez signalé vous-même, Olivia Grégoire, c'est la ministre des PME, mais les PME ne sont pas inclus dans ce... Alors c'est les PME, les TPE, Olivia Grégoire, elle a sous son égide 2 100 000 de TPE. Dès qu'on a 11 salariés, on n'est TPE. pas dans le dispositif. Non, parce qu'on a un autre dispositif qui s'appelle l'amortisseur. Et l'amortisseur, c'est une baisse de grosso modo 100 € sur votre facture, à peu près là, sur les prix moyens qu'on a pu constater de renégociation. Ou 100 € sur la facture? Non, 100 € du mégawattheure, oui, vous m'avez compris, pardon, je suis allée trop rapidement. 100 € du mégawattheure sur la facture, sur les prix qu'on a pu constater en moyenne au moment où la conclusion des contrats s'est fait à un prix élevé. Nous avons également donné des facilités de trésorerie, puisque si vous payez cher en hiver, mais un peu moins cher en été, ça veut dire qu'il faut faciliter la trésorerie des mois de janvier, février, mars. Puis l'enjeu, c'est de communiquer au maximum pour que ces petits artisans, ces PME, puissent savoir concrètement combien ça va leur coûter cette année. Qui paye le dispositif? Sont les énergéticiens ou c'est l'État? Comme nous l'avons indiqué avec Bruno Le Maire, nous allons partager l'effort. Mais nous avons demandé aux distributeurs d'énergie, aux fournisseurs d'énergie, de prendre une part de cet effort. Mais quelle part? C'est pas décidé. C'est en cours de négociation et ça dépendra aussi des capacités de chacun à porter. Ce sera un peu au cas par cas. Écoutez, énergéticien par énergéticien. C'est en cours de négociation. Très bien. C'était pas plus simple de proposer, ou en tout cas de dire à EDF, qui est l'opérateur public, pourquoi vous ne prendriez pas en charge tous ces clients? C'était une solution qui était trop compliquée, on en saurait été trop en demander à EDF. EDF a 55% des clients TPE, ça veut dire que vous demandez à EDF du jour au lendemain d'aller récupérer 45% des clients, c'est des centaines de milliers d'entreprises, c'est pas possible humainement. Vous imaginez le nombre d'équipes commerciales, de personnes qui doivent appeler l'entreprise, récupérer le contrat, et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'EDF. Ce n'est pas seulement EDF qui doit faire des efforts. Je veux dire que EDF a fait des efforts considérables avec la contribution sur la rente inframarginale. Bon, terme un peu barbare pour désigner en fait le fait qu'il contribue à redonner aux consommateurs tout ce qui est le profit lié à l'augmentation des prix sur les marchés, ça revient aux consommateurs. C'est le système, le bouclier énergétique. Il est financé par les profits qui sont liés à cette augmentation des prix réalisée par les producteurs d'énergie, qu'ils rendent aux consommateurs. Augmentation des prix qui est liée au fait qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé d'une certaine façon sur celui du gaz. La France se bat au niveau européen pour faire en sorte que ce prix-là ne dépende plus totalement du gaz. Pourquoi ça met si longtemps? Pourquoi? Alors d'abord, Neila Latrousse, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi, je suis prêt à payer plus pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment. Et cette situation, elle est liée aussi à notre situation de notre parc nucléaire. Et tout le travail que j'ai fait depuis plusieurs mois pour le passage de l'hiver, mais aussi pour faire baisser les prix, porte aujourd'hui ses fruits. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait que le prix du gaz est pris en compte dans le calcul du prix de l'électricité, le gaz qui est utilisé pour produire l'électricité. En fait, si on est très précis, vous avez deux situations. Le prix de l'électricité en moyenne en Europe sur l'année 2022 a augmenté du fait de l'augmentation du prix du gaz, qui fait que les centrales à gaz ont produit plus cher. Et lorsque vous avez besoin d'un grand volume d'électricité, à un moment, vous appelez
la dernière centrale, et la dernière centrale qui coûte très cher, comme elle ne peut pas tourner en perdant de l'argent, Et ce elle fixe le mécanisme-là prix de l'électricité pour l'ensemble du marché. Donc ça, c'est un mécanisme naturel que vous retrouvez d'ailleurs sur D'accord, tous mais les il n'est plus marchés si question vous de revenir ne produisez pas à perte. Il n'est plus question d'abroger ce mécanisme. C'est pas un mécanisme, Ouais. c'est le fonctionnement naturel d'un système où, lorsque vous avez besoin d'un bien, Mais il y a eu des dérogations vous pour êtes l'Espagne, prêt à pour le payer. Portugal, de ne pas avoir à payer le prix C'est pas tout à fait d'électricité vrai. indexé sur ce prix C'est du- pas tout à du fait gaz. vrai en réalité, puisque si vous regardez dans le détail le prix de l'électricité au Portugal et en Espagne, il est supérieur pour les ménages à celui que payent les D'accord. Français. Donc en fait, ce sont des mécanismes où vous avez une part de prise en charge par l'État, une part où effectivement on découpe le prix du gaz, de l'électricité par des mécanismes techniques, mais vous avez quelque part quelqu'un qui paye et c'est souvent l'État qui paye. Nous avons fait le choix de protéger massivement les ménages et de Mais protéger je note que donc, la massivement France les ne très demande petites plus la entreprises. fin de ce... Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Je veux juste remettre en perspective pourquoi les prix de l'électricité se sont envolés. Maintenant, je vais préciser, moi je porte une réforme du marché de l'électricité européen. La question effectivement du découplage du prix de l'énergie fossile avec la réalité de notre mix énergétique, donc c'est le gaz aujourd'hui qui pèse sur l'augmentation des Alors prix, que mais le demain nucléaire, ça c'est pourrait les 2 être tiers du mix énergétique français. Exactement. Et cette réforme, nous la portons, nous sommes en négociation et nous avons obtenu que la Commission européenne, au prochain semestre, dépose un projet de texte D'accord. en Conseil des ministres de l'énergie européen qui, pour le moment, a priori, reprend les idées qui ont été portées par la France, c'est-à-dire de dire, à un moment, le consommateur, il doit payer la réalité de son mix énergétique et pas payer le prix d'une centrale à gaz à l'autre bout de l'Europe. Naïla Latrousse. Vous évoquez la disponibilité du parc nucléaire, ça fait partie des bonnes nouvelles de ce mois de janvier, autant s'en réjouir. La remise en service d'un certain nombre Oui, c'est pas l'effet, de c'est un réacteurs. travail intense que nous avons porté et je veux vraiment Tant et remercier si bien. les salariés d'EDF qui ont Agnès été au Pannier-Runacher. rendez-vous. Tant et si bien que la France exporte de nouveau de l'électricité. Et puis, il y a la consommation de gaz et d'électricité qui recule et les appels à la sobriété qui manifestement ont été entendus. Est-ce que, à l'heure qu'il est, on peut dire, au 13 janvier, il n'y aura pas de coupure cet hiver? Est-ce qu'on peut le dire avec certitude désormais? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le 12 décembre, nous avons passé un point, donc il y a un mois, il a fait très froid, je crois que tout le monde s'en souvient, et nous avons passé sans aucune difficulté un point où notre consommation a été maximale. Avec un parc moins disponible. Alors. Avec un parc moins disponible. Elle s'est élevée à 80 gigawatts de consommation en pointe, 81. Si on ajoute les 7 gigawatts que nous avons fait en économie d'énergie au moment où on passe cette pointe, puisque ça, RTE, qui est notre expert, l'a calculé, c'est l'équivalent de 7 réacteurs, on a passé l'équivalent du point le plus froid de l'hiver dernier. Donc, ça veut dire qu'avec les efforts de sobriété qu'ont fait les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales, mais aussi tous les Français, et je veux vraiment les remercier, et avec tout le travail qu'a fait EDF de reconnecter ces centrales sur le marché, et le travail que nous avons fait pour renforcer nos capacités d'importation depuis l'Allemagne, depuis l'Espagne, depuis le Royaume-Uni. Le plus dur est passé. Nous avons fait la preuve que nous étions capables de passer des pics de froid. Donc le plus dur est passé. A priori, vous êtes plus optimiste aujourd'hui qu'il y a... Je suis confiante sur notre capacité à finir l'hiver. Mais effectivement, il faut être vigilant. Et le plan sobriété, c'est non seulement le passage de l'hiver, mais c'est aussi toute notre stratégie pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça ne doit pas être juste un effort fait ponctuellement. Il faut continuer à faire attention à la température dans les bureaux, faire attention à notre consommation de carburant aussi, toutes ces consommations d'énergie fossile Agnès qui sont Pannier-Runacher. à l'origine du réchauffement climatique. Le fil info, 8h51, Mathilde Romagnan, et on poursuit juste après. Une enquête ouverte par le parquet d'Épinal après le suicide le week-end dernier de Lucas, un adolescent de 13 ans. Selon ses parents, il était victime de harcèlement scolaire à cause de son homosexualité dans son collège de Golbet, dans les Vosges. Le nouveau taux du livret A sera dévoilé aujourd'hui. Il est attendu impatiemment par des dizaines de millions d'épargnants. Il devrait atteindre, voire dépasser les 3% à partir du 1er février. Un niveau jamais égalé depuis 2009, mais toujours nettement inférieur à l'inflation.
l'inflation. Liquidation judiciaire en vue pour Toupargel. Le tribunal de commerce de Lyon doit se prononcer à 10h ce matin sur le sort du spécialiste de la livraison à domicile de produits surgelés. Société rebaptisée Place du Marché après son rachat il y a 2 ans, 1900 emplois pourraient être supprimés. Thibaut Pinot prendra sa retraite à la fin de la saison. À 32 ans, le cycliste français 3e du Tour de France 2014 a annoncé hier la fin de sa carrière sportive. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laura Sénéchal. Toujours avec Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de la transition énergétique, et cette loi qui arrive au Sénat sur le nucléaire. Votre loi évoque plein d'aspects réglementaires, mais elle ne dit pas quelle sera la place du nucléaire demain en France. Est-ce que c'est parce que c'est un débat qui n'est pas encore tranché ? C'est parce que c'est un débat qui sera tranché dans la loi énergie-climat qui doit arriver cet été. Alors pourquoi attendre C'est elle l'été ? qui dira est-ce qu'on fait 50% de nucléaire, 50% de Exactement. renouvelable ou plus ou moins ? Vous savez que tous les 5 ans, on doit présenter au Parlement une loi qui dit, en gros, quel est notre plan, notre stratégie énergétique, combien de renouvelables, combien de nucléaire, de combien pensons-nous être capables de baisser notre consommation d'énergie, et avec des mesures évidemment pour étayer combien d'argent pour développer la biomasse, pour développer le photovoltaïque, pour développer le nucléaire, combien d'argent pour la rénovation thermique. Mais du coup, Ça, on fait c'est une loi nucléaire et une loi énergie-climat. renouvelable avant de savoir quelle sera Oui, tout la à fait, parce programmation. que pendant les travaux, la vente continue. C'est-à-dire que nous savons tous que nous devons développer plus d'énergie produite bas carbone sur notre territoire pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Je le rappelle, 2/3 de notre énergie, elle vient de l'extérieur. C'est du fossile, c'est du gaz, c'est du pétrole. Nous n'en avons pas la maîtrise des prix. Nous n'avons pas la maîtrise des quantités, c'est-à-dire que quand un pays comme la Russie décide d'enfermer une arme de guerre et ferme le robinet, nous sommes directement impactés. Et l'enjeu que nous avons, c'est de mettre en place une souveraineté énergétique que nous n'avons d'ailleurs jamais eue, parce que nous n'avons jamais eu la maîtrise du pétrole, jamais eu la maîtrise du gaz. Nous ne sommes pas un producteur ni de gaz ni de pétrole. Donc, la loi énergie-climat qui arrive cet été, elle permettra de finaliser, je dirais, cette stratégie énergétique pour les années qui viennent. Elle est précédée d'un grand débat sur lequel nous sommes aujourd'hui engagés, un débat auprès des Français qui a démarré au mois d'octobre, qui va s'achever à la fin du mois de janvier. Moi, je réunirai dans la semaine prochaine des jeunes de 18 à 35 ans pour leur demander leur perception de ce que doit être notre futur énergétique, pour un peu nous pousser dans nos retranchements et formuler des interrogations et des recommandations à destination des décideurs, des parlementaires et du gouvernement. Et sur cette base, nous allons travailler à un projet de loi qui dira la part du nucléaire, la part du Ça renouvelable, arrive cet été. la part de la baisse de la consommation. Ce qui a déjà été voté en revanche à l'Assemblée, c'est le projet de loi sur les renouvelables, avec l'aide d'ailleurs du Parti socialiste qui a voté votre texte. La loi, elle garde la cohérence qu'elle avait malgré son passage au Sénat et la manière dont elle a été un peu retricotée entre le Sénat et l'Assemblée. En réalité, elle a été enrichie entre le Sénat et l'Assemblée. Je veux d'abord souligner que le Sénat a voté cette loi quasiment à l'unanimité. Sénat Et qui est dominé par la droite. Oui. Sénat qui est dominé par la droite, mais tous les groupes ont voté pour cette loi, à l'exception du Parti communiste qui s'est abstenu, comme ils l'ont indiqué, avec bienveillance. Donc on a eu une vraie responsabilité de la part de chacun des groupes du Sénat pour soutenir une loi qui est une loi qui va dans l'intérêt des Français. Et qui change quoi concrètement ? Ça va permettre doit- de multiplier les éoliennes, ce qui inquiète certains Français d'ailleurs. Non, l'objectif de cette loi, très Ouais. simplement, c'est de diviser par 2 le temps de mise en œuvre des projets de photovoltaïque, d'éoliennes marines, de biomasse, de géothermie. Donc, tous ces projets pour lesquels nos procédures administratives sont 2 fois plus longues que dans les autres pays. Et l'enjeu, c'est de diviser par 2 ces procédures. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'électricité, parce qu'on a besoin de chaleur renouvelable, parce qu'on doit pouvoir se passer, encore une fois, du gaz et du pétrole. La loi telle que votée à l'Assemblée prévoit la création d'un nouveau poste, un médiateur des énergies renouvelables. À quoi servira ce médiateur ? On en a un qui existe déjà sur
les éoliennes, sur l'hydraulique, pardon. C'est un médiateur en Occitanie. On a une expérimentation qui, en fait, va jouer le rôle d'interface entre les porteurs de projets et les élus locaux, la population. La population, si elle n'est pas contente qu'il y ait une éolienne ou une centrale photovoltaïque à côté de chez elle, pourra saisir par elle-même le médiateur des énergies renouvelables demain. Tout à fait. L'enjeu, comme on a des médiateurs des entreprises, un médiateur de l'énergie aussi, c'est de faciliter l'acceptabilité sur le terrain de ces énergies renouvelables. Et souvent, il y a une grosse part de malentendus dans les projets. Il y a aussi une insuffisante écoute de la part des porteurs de projets. Ce que nous souhaitons, nous, c'est mettre en place une planification de ces énergies renouvelables où, en amont, on se pose la question de quels sont les endroits où c'est le plus approprié de mettre des panneaux photovoltaïques, de mettre aussi des éoliennes terrestres. Il ne faut pas avoir peur de mettre des éoliennes terrestres. J'étais il y a quelques jours avec le président des maires du Pas-de-Calais qui vient de faire voter son schéma sur les énergies renouvelables et qui a pris le temps de préciser les morceaux de territoire où c'est le plus approprié, le plus acceptable, le plus vivable de mettre des énergies renouvelables. Il ne faut pas que ça pousse comme des champignons de manière désorganisée. Et c'est ce que fait cette loi en partant concrètement du terrain. C'est une loi qui est très attendue par les élus locaux. Agnès Pannier-Runacher, bientôt, ça sera la COP 28 qui aura lieu à Dubaï. Elle sera présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est aussi le PDG de la compagnie pétrolière nationale émirati. Est-ce que ça vous choque ? Je crois qu'évidemment, c'est très paradoxal de se dire que c'est le patron d'une entreprise qui est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre qui préside la COP28. C'est le choix des Émirats arabes unis qui va accueillir la COP28. Mais je veux redire aussi une chose. Est-ce que ça vous choque ? Par rapport, c'est la question. Non, je crois que ce n'est pas dans cette formule-là que j'irai. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir négocier avec les plus gros émetteurs et avec les pays qui ont le plus d'énergie fossile. Mais là, c'est lui qui va présider les négociations. Mais précisément. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut prendre ceux qui aujourd'hui sont des grands émetteurs, qui aujourd'hui ont construit leur économie sur les énergies fossiles, il faut les prendre au mot et il faut les amener à nous montrer comment ils arrivent à la neutralité carbone. Moi, j'ai déjà rencontré... On n'a plus le temps, Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup, ministre de la Transition énergétique. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est le temps sur France Info et c'est bientôt l'heure de la météo. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.